Soit vous vous dites, dans 5 ans, pas de souci, je ferai toujours la même chose, auquel cas, il ne faut pas lire le bouquin, c'est pas la peine, vous allez gagner du temps. Soit vous vous dites, ouais, peut-être que dans 5 ans, il y a une chance, même petite, que je sois amené à devoir délivrer quelque chose d'autre à mes clients que ce que je délivre aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que le monde autour de moi va se mettre à délivrer autre chose et parce que mes clients vont élargir leur chakra, ils vont peut-être réclamer autre chose. Un truc que vous connaissez, enfin un truc qui n'existe pas aujourd'hui. Imaginez demain les voitures autonomes. Si vous êtes un fabricant de volants de voitures, qu'est-ce que vous vendez dans un monde où les voitures n'ont plus de volant? Alors ça va me dire, oui, c'est pas demain la veille, ça va pas arriver. Vous êtes distributeur de charbon que vous montez dans tous les étages. Qu'est-ce que vous faites le jour où on a du gaz à tous les étages? C'est ce qui est arrivé au Bouddha, à la fin du XIXe siècle, ils sont tous devenus restaurateurs. L'histoire dans le détail dans le livre, mais je vous donne un exemple qui n'arrive pas et vous avez instinctivement, vous vous êtes dit, ouais, bon, je donne un exemple qui est arrivé, et dit, bah oui, c'est bien sûr. C'est le grand problème de l'innovation, tant que ça n'arrive pas, on pense que ça ne va pas arriver, et quand c'est arrivé, bah oui, c'était évident. La difficulté, c'est que vous avez 5 ans pour passer de on a le temps à c'était évident. Et comment, du coup, on innove différemment? Parce que ça sous-entend qu'il faut innover différemment. Exactement, parce qu'en fait, le gros sujet qui vient là-dedans, c'est la rupture, c'est l'innovation de rupture, ce qu'on appelle la disruption. Et l'innovation de rupture, on peut la caractériser en disant que au moins un des savoir-faire fondamentaux dans votre chaîne de valeur interne disparaît, n'est plus utile, et est remplacé par un autre. Donc pour vous toutes et tous qui gérez des hommes et des femmes, eh bien, il va se poser la question de la compétence de ces femmes et des hommes qui ne seront, pour certains d'entre elles, ces compétences, vont être obsolètes et donc il va falloir les faire évoluer. Et pour sortir de justement de cette vision qui, quelque part, il faut absolument élargir ses chakras, hein, c'est ce que tu veux ouvrir ses chakras, comment, enfin, quel nouveau paradigme tu vois arriver Alors, deux choses. La première, c'est on n'invente rien, il faut vraiment être très pragmatique. Donc, la première chose à faire, c'est être capable de regarder ce qui se passe autour. Mais ce n'est pas ce qui se passe autour chez ses concurrents. Il y a un sondage américain qui disait où 80% des patrons américains pensent que leurs concurrents feront toujours la même chose. Bon, et effectivement, le risque ne vient pas des concurrents, il vient d'au-delà. Donc, il faut élargir son système d'analyse. Et puis, ce qui fait que ça va très vite en ce moment, c'est que les nouvelles technologies, pour certaines d'entre elles, apportent des changements de paradigme, c'est-à-dire des changements de référence culturelle et d'usage, qui peuvent arriver dans un domaine quelconque. Elles vont se propager très très vite dans tous les domaines parce que le client, votre client, il est holistique, c'est-à-dire qu'il est confronté à tout en même temps. Et donc il va devenir très très sensible à un nouveau paradigme qu'il découvre dans un de ses usages, il va vouloir le trouver dans l'autre usage. Et donc le premier qui porte le paradigme du premier usage vers le deuxième, il va disrupter celui qui reste benoîtement sur son système de valeurs habituel. Et donc, du coup, il faut se poser la question de savoir quels sont les nouveaux paradigmes. Donc là, je me lâche un peu dans le livre et ça soulève plein de questions quand j'en parle. Mais par exemple, il faut s'attendre à la fin des plateformes. Donc si vous êtes en train de vous dire qu'il faut plateformiser votre entreprise, j'ai envie de vous dire, c'était le dernier train. En fait, plateforme, en gros, pour être très simple, winner takes all, donc la plateforme gagne tout, donc celles qui devaient gagner ont gagné. Si vous voulez maintenant installer une plateforme, c'est trop tard. Et l'Europe est en dehors du coup. Quel que soit... Oui, on va pouvoir en reparler dans le Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Alors, donc, oui, mais je force le trait extrême. Enfin, les 15 premiers acteurs, c'était dans le journal d'aujourd'hui, dans les Échos, les 15 premiers acteurs des plateformes, ils sont chinois ou américains, ils sont pas européens. Après, il faut chercher dans il y a des niches évidemment, mais est-ce qu'on veut rester des marchés de niche? Il y a quand même 500 millions d'Européens, ou est-ce qu'on veut plus que ça? Et donc, bon, mon point, c'est qu'est-ce qu'il faut regarder après? Donc, je suggère, par exemple, plutôt de continuer à chercher à investir sur des plateformes, commencer à réfléchir aux essaims. L'essaim, c'est des objets. Un essaim d'objets. Donc, une plateforme organise des sortes de filiales. Un essaim est autonome. Un essaim d'abeilles. Il y a une abeille reine, mais il n'y a pas d'abeille chef. Pareil pour les fourmis. Donc, un essaim d'objets ou un essaim d'agents, c'est un essaim qui est autonome et qui n'est pas organisé avec une plateforme. Donc, c'est un concept qui est radicalement différent. Ça peut signifier la fin d'une plateforme de e-commerce géante qu'on connaît tous, s'appelle Amazon. Ça peut signifier. On va dire non, il déconne. Jeff Bezos, il y a 2 ans, a dit à tous ses collaborateurs we will fail. Amazon va faire faillite.
Et notre job, c'est que ça arrive le plus tard possible. Et pourquoi il dit ça? Parce que si vous regardez le S&P 500, la durée de vie moyenne d'une entreprise, c'est une vingtaine d'années. Amazon allait fêter ses 24 ans à l'époque. Donc, clairement, il commence à sortir de la statistique. Donc pour ne pas échouer, il se remet en cause permanent, il change, il évolue, il fait des nouvelles choses à chaque fois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, c'est très provocateur. Je remercie Sylvain. C'est pas du tout dit que ça arrive, mais à l'inverse, qui peut mettre sa main coupée que ça n'arrivera pas? Donc, si vous prenez le problème sous cet angle-là, la réponse est peut-être de se dire « Je ne sais pas si ça va arriver, mais je ne peux pas garantir que ça ne va pas arriver. Créons donc une sorte d'assurance, qui est ce que j'appelle moi un budget d'innovation de rupture, dans lequel je travaille avec des gens qui ne sont pas de mon ADN, Donc, à élargir son écosystème. Ce que pourrait être l'application d'un de ces paradigmes. Alors, il y en a plusieurs, et je les ai vraiment pas tous, hein, il y en a pas mal de paradigmes, lesquels peuvent avoir un impact chez moi et comment ça pourrait se traduire, et qui serait l'acteur derrière tout ça. Et le premier qui trouve parmi vous, qui se dit « Ouh là là, si ce paradigme arrive, mon métier se fait dézinguer par tel genre de boîte », il a intérêt à appeler tout de suite la boîte pour dire « On va le faire ensemble, vous irez plus vite et moi je serai pas sur le bord de la route après ». Donc, voilà. Justement, ça s'appelle l'autodisruption. Ce que tu disais d'ailleurs, du coup, sur les 2 mots-clés essentiels de ton livre, vas-y. Oui, pardon. Donc, effectivement, écosystème, je vous l'ai dit, c'est parce que le monde, tout se passe ailleurs, et humain, parce que si vous n'avez pas les gens chez vous, avoir l'esprit suffisamment ouvert pour sortir du cadre, ça ne peut pas marcher. Et l'esprit ouvert, tout le monde l'a. Hein. C'est juste qu'il faut, gérer, manager, pour laisser ces choses exister. Les plus grands freins, je le dis dans le bouquin, c'est les biais cognitifs. Ces biais cognitifs, on ne peut pas y échapper. En revanche, on peut les gérer. Et donc, la vertu de ce truc-là, c'est de se dire comment je gère ces biais cognitifs pour faire en sorte que mes équipes, associées à d'autres équipes, s'ouvrent leur chakra et disent oui, c'était mon bien interne qui me faisait dire que ouais, mais moi, c'est pas pareil.